Un moment très pénible, très difficile. On a pris des décisions impopulaires, soi-disant on a affaibli l'équipe, soi-disant... Mais en fait, moi, il n'y avait qu'une seule direction qui m'intéressait, c'était de sauver le Racing Club de Lens. Virulent, méchant, menaçant. Et là, il parle de ma famille, on sait qui tu es, on sait où tu habites. Enfin, humainement, j'ai rencontré des joueurs extraordinaires, mais des hommes aussi extraordinaires. Une anecdote au passage, je suis avec Pierre Dressy et Joseph Ougourlian à l'hôtel du Louvre, et je lui annonce qu'on doit vendre Kouzanov 40 millions. J'étais en guerre avec personne, j'étais là pour aider Joseph à sauver le club. On est à l'hôtel du Golf aujourd'hui à Saint-Étienne, les amis, il fait un peu frais. On a une interview, une discussion passionnante qui s'annonce ici avec Miran Ira. Tu ne le connais pas, pourquoi? Parce que c'est un personnage de l'ombre des coulisses du football français et particulièrement la saison dernière, celle difficile de transition de tous les dangers du RC Lens. Miran Ira était le super conseiller de Joseph Ougourlian, le grand patron propriétaire du RC Lens. Il va nous raconter les dessous de cette saison complètement folle, difficile, mal vécue par certains supporters. Il va nous raconter aussi comment il travaille dans le milieu du foot, comment ça se passe quand on est comme ça, un conseiller, un homme d'affaires, un directeur général ou même parfois super directeur sportif. À lui de jouer, à lui de nous raconter tout ça. Vos questions, vous m'en avez posé certaines sur les réseaux sociaux. Vous pouvez en mettre d'autres dans les commentaires. Merci à tous ceux qui donnent de la force à la chaîne. On y va. Bonjour Thibaut. Merci de nous recevoir ici à l'hôtel du Golf à Saint-Étienne pour cet entretien. C'est la première fois que vous parlez au grand public de votre travail dans le monde du football. Déjà, la première chose, c'est comment ça va ? Bien, merci. Et vous? Ça va très bien. On est ravis de pouvoir discuter de ça pour tous les passionnés sur la chaîne qui vont suivre justement ce que vous avez à dire sur les coulisses du foot business, du sportif aussi, avec pas mal d'anecdotes, j'espère, et plein de choses à raconter pour transmettre. Donc déjà, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à Saint-Étienne? Et pour tous ceux qui sont nombreux à pas savoir ce que vous faites, à vous connaître, que faites-vous dans la vie aujourd'hui, après cette expérience RC Lens sur laquelle on va revenir? Aujourd'hui, dans la vie, on va dire que j'ai pris une petite pause. Je me permets un temps de réflexion. J'ai eu des projets qui m'ont été proposés, mais que pour l'instant, je n'ai pas donné suite. Je suis en train de réfléchir à trouver le bon projet pour continuer ma carrière dans le monde du football. Et vous êtes un homme de l'ombre, entre guillemets, dans le monde du football. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour tous ceux qui nous regardent? Ça a été quoi votre parcours jusque-là, jusqu'à intégrer en 2024-25 le RC Lens? Parcours très simple, quelqu'un passionné de football, amoureux du football, quelqu'un qui a toujours rêvé de travailler dans le football. J'ai eu une rencontre dans ma vie, quand j'étais vendeur dans une boutique, à Cotton Avenue, à Saint-Étienne, en Centre 2. J'ai rencontré Roland Wolfhard, le joueur de foot de la Saint-Étienne. J'étais déjà passionné de football. Grâce à ce personnage, j'ai rencontré un peu le décor et l'envers du football, qui me faisait toujours rêver. Et j'ai décidé de prendre ma vie en main et de participer, de réussir, de rêver de football. Et ça, c'était quoi, la vingtaine, trentaine? 22, ah ouais. 23 ans. D'accord. Et alors ensuite, le chemin vous a amené où, comment? Alors, j'ai quand même continué à travailler parce que voilà, c'était important pour moi de faire partie de la vie de tous les jours, de gagner ma vie. Mais tout doucement, j'ai commencé à me renseigner, à rencontrer des gens du milieu du football, jusqu'au jour où j'ai rencontré un agent sud-américain, Giuseppe Rubolota. Et j'ai commencé à voyager en Amérique du Sud, à partir en Argentine, au Brésil, plusieurs fois, à découvrir le football européen, à faire des voyages en Espagne, en Italie, pour aller voir des matchs, pour m'inspirer, pour découvrir. Et tout doucement, je suis rentré dans le monde du football comme ça. J'ai fait une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, et voilà. Et donc il y a des personnalités, personnages marquants qui ont marqué votre carrière là, à travers toutes ces années dans le foot? Oui, il y a 2 présidents qui m'ont marqué la vie, qui sont plus de ce monde-là, que j'estime énormément, j'ai beaucoup de respect, qu'ils reposent en paix. Le premier, c'est Michel Moretti d'Ajaccio, qui était une personne extraordinaire. Un monsieur qui... c'était ma toute première rencontre, on va dire, dans le monde du football professionnel. Est-ce que vous êtes corse? Non, arménien. Ok. Arménien. Mais en fait, ce monsieur m'a tout donné. Il a été formidable avec moi. J'ai découvert la Corse, Ajaccio, un grand président, un monsieur avec un grand cœur. Ouais, il m'a mis direct à l'aise, quoi, et c'était vraiment formidable. Je suis resté 4-5 mois en Corse pour apprendre un peu ce métier-là. Par le biais d'un agent, j'avais amené un jeune joueur brésilien à ce moment-là en Corse.
À l'époque, Ajaccio était en Ligue 2. Ok. Et l'année où on signe, M. Robolotta signe ce joueur-là, je l'avais accompagné, Ajaccio monte en Ligue 1. Ok. Et ça faisait 35-36 ans, je crois qu'ils n'avaient pas connu la Ligue 1 et c'était un moment formidable. Donc vous portez chance alors. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Et la deuxième personne que j'ai, pareil, qui est plus de ce monde, qui repose en paix, c'est Pape Diouf. Ok. Charisme extraordinaire, monsieur extraordinaire. Il m'a jamais pris de haut, il a toujours été bienveillant avec moi. Et c'est quelqu'un que j'estime énormément. Vous avez travaillé à ses côtés? Comment c'est? Non, pas du tout, mais à chaque fois que je le rencontrais, c'était, voilà, petit à petit on a commencé à échanger, on a commencé à discuter. C'est la force tranquille pour moi, Pape Diouf. C'était un président exceptionnel, c'était un monsieur exceptionnel, c'était vraiment... Très voilà. inspirant alors. Oui. Et une autre personne qui a fait partie de ma vie aussi, qui m'a aidé à comprendre un peu le football professionnel, c'est Albert Astagnan, dit Banane, qui était d'Aix-en-Provence et quelqu'un que j'aime énormément, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pris comme parrain. Et c'est quelqu'un que je prenais des grandes barres de rire, que c'était vraiment formidable, quoi. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et alors à travers toutes ces années, vous êtes resté en dehors des radars. La seule fois où on a vu un peu votre nom sur ces dernières années mentionné, c'était dans un article de l'Équipe très rapidement. C'est un choix d'être resté dans l'ombre toutes ces années, de ne pas... C'est ni un choix ni une protection, c'est que c'est pas mon rôle au club, c'était pas de parler. Il y avait Pierre Drossi qui pouvait parler, il y avait Benjamin Parot qui était là, il y avait Jean-Louis Leca, directeur sportif Diego Lopez. Non, c'était pas mon rôle d'aller parler aux médias, c'était pas ma place. Et parce que justement, on y vient, vous avez donc eu une aventure, une mission, un projet hyper important avec le RC Lens en 2024-25. Vous étiez un peu le super conseiller du président Joseph Ougourlian. Comment ça se passe, non? On va rester modeste, on va rester humble. Le conseiller, le conseiller. C'est quoi, comment ça vous a été présenté? Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous faisiez? En fait, j'avais échangé plusieurs fois avec Joseph. Pendant 1 ou 2 ans, on avait échangé, on est sur le Racing Club de Lens, l'épopée de la Ligue des Champions. Et puis, voilà, on échangeait sur le football au quotidien. Joseph, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de très intelligent. Puis à un moment, dans une conversation, au mois de mars 2024, il me dit, ça te dirait de me rejoindre, il me propose d'être son conseiller. Okay. J'accepte. Parce que c'est un honneur de travailler pour un monsieur comme Joseph Ougourlian. J'ai une chance incroyable de rencontrer ce monsieur-là et qui me donne ma chance, en fait. C'était ce que j'attendais dans toute ma vie, c'était ce moment-là. Carrément, c'était vraiment, Thibaut, on ne pouvait pas comprendre, parce qu'on rêve de football. Moi, c'est mes rêves qui m'ont fait avancer, c'est ce qui m'a permis de toujours aller plus loin, de ne pas avoir de limites, de rêver de ces rêves-là qui m'ont poussé à aller plus haut, plus loin, plus fort. Et quand Joseph me demande d'être son conseiller, mais c'est un honneur. Ça consiste en quoi alors, d'être un conseiller de président? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Joseph Ougourlian est aussi patron d'un club en Amérique du Sud, en Colombie. Millonarios. Voilà, Millonarios. Et Padova. Je ne sais plus s'il l'a toujours, je crois qu'il a cédé. Ouais, c'est de l'été dernier, mais c'était donc en 3e division, en série C italienne. Donc, en tant que conseiller, vous supervisez tout ce que lui gère? Comment ça se passe? En fait, quand il n'est pas là, je suis un peu ses yeux et ses oreilles. Je lui fais un compte-rendu de ce qui se passe au club, de ce qui se passait à Padova. Même s'il m'appelle touriste pour l'Italie. Il me disait que j'étais un touriste quand j'allais en Italie. Mais voilà, il avait Padova pour revenir à Padova. Après, on reviendra à Lens, mais pour revenir à Padova, il avait ce club depuis 7 ans, je crois, quelque chose comme ça, et qu'il était toujours en série C. Et il voulait absolument que le club monte en série B, parce que voilà, il avait beaucoup investi dans Padova. Et l'année où j'arrive, peut-être encore une fois, la chance. Chance du débutant. Ouais, crois-moi, j'ai pas contribué à grand chose, parce qu'il y avait quand même un grand directeur sportif, Max Mirabelli, et surtout un très grand entraîneur qui est arrivé, un jeune entraîneur qui s'appelle Andreotti. Tout s'est bien goupillé. Je pense aussi que ma présence, comme Joseph n'avait pas beaucoup le temps d'aller en Italie, faisait que les joueurs m'identifiais comme le conseiller du président. J'avais une très très belle relation avec l'entraîneur, avec le directeur sportif, et j'ai appris à découvrir la série C italienne, et c'était vraiment extraordinaire. C'était un moment, le football italien extraordinaire. Il y a une ferveur en Italie qui est autre que celle de France. C'est la messe.
C'est la messe. C'est vraiment, c'est vrai. C'est le dernier match de la montée, il y a 5000 supporters de Padova qui se déplacent pour le match à l'extérieur, pour le dernier match où on joue la montée. Et c'est un moment... Quand on est conseiller du président, d'un président qui a beaucoup de choses à gérer, qui est un formidable homme d'affaires, c'est... Très grand. C'est compliqué parce que j'imagine quand vous arrivez sur place à chaque fois, peut-être qu'au club, les salariés vous voient comme à l'œil de Moscou. C'est ça. Donc c'est compliqué. Très compliqué de se faire accepter. On reste soi-même, on reste simple, on reste avec beaucoup d'humilité. On essaie de faire comprendre qu'on veut être une valeur ajoutée et pas un frein, ou pas. On n'est pas là pour couper des têtes ou pour critiquer des gens ou pour voilà, on est là pour vraiment aider le club à avancer. Mais vous pouvez couper des têtes quand même. Non, c'est pas mon rôle et ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense que dans chaque personne, tu as des qualités, il faut juste les trouver. Tu vois, je l'ai senti la première fois, le simple fait de la présence à Padova, la première fois que j'étais à Padova, on avait raté les barrages, on n'était pas monté, c'était au mois d'avril-mai, je découvre Padova. Ma présence, comme tu dis, c'était qui il est, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, il est là pourquoi, il est là pour faire un rapport et il fait un audit. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de questions qui se posent, je pense, dans la tête des gens. Non, en fait, je suis là juste pour dire qu'est-ce qui manque. Et le soir, oui. Non, réaffirmer le cap, du coup. C'est ça, réaffirmer le cap et avoir l'ambition de monter, quoi. Surtout, c'était l'ambition de Joseph et satisfaire mon président qui voulait monter. Et mon rôle, en fait, quand j'en ai en Italie, en tant que touriste, c'était d'être présent, de voir un peu l'équipe jouer, d'échanger avec le directeur sportif Max Mirabelli et tous ses conseillers au club, d'échanger avec l'entraîneur et voilà quoi. Le soir de la montée, par exemple, je prends le téléphone, j'appelle Joseph et je lui passe l'entraîneur pour qu'il le félicite. Ah ouais. Voilà, c'est important parce que le lien, voilà, c'est ça. Parlai italiano? Non, non, mais tu sais, comment après, alors je pense que le football c'est un sport c'est un sport universel, international et que on se débrouille. On se débrouille. On se débrouille. Et justement, ça amène à cette question sur le RC Lens. Vous arrivez donc avant l'été 2024. C'est ça. Comme vous dites, vous avez l'œil un peu partout sur les affaires sportives de Joseph Ougourlian. Et à Lens, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était un été, une saison charnière pour la survie du RC Lens. Les gens l'ont un peu oublié déjà, parce que le club est brillamment leader de Ligue 1 et c'est formidable, mais à cette époque-là... Une saison de transition. On l'a appelé la saison de transition parce que moi j'arrive en fait, Joseph m'invite à un match à Lens au mois de mars, de mémoire mars-avril je crois, quelque chose comme ça, où j'arrive à Lens, où il joue contre Marseille, ou je sais plus, oui je crois que c'était Marseille. Je découvre Lens, je découvre la ville de Lens, je découvre, comme dit Marine dans sa chanson, les gens bien. Vraiment, c'est vraiment une région extraordinaire. Les gens sont vraiment extraordinaires. Je te le dis honnêtement, je le pense. C'est pas pour... Pas de la com. C'est pas de la com, non, mais vraiment, j'ai rencontré des gens merveilleux. Pour l'anecdote, la toute première fois que j'arrive à Lens, je suis avec un ami, Zoc, et on assiste au match. Et en partant du match, on rentre à l'hôtel du Louvre, on dormait là-bas. Et sur la route, on croise un monsieur sur une chaise roulante. De mémoire, je crois qu'il s'appelait Denis. Ce monsieur, je discute avec lui parce qu'il n'arrivait pas à monter avec sa chaise roulante les marches. Enfin, il n'arrivait pas à avancer. Du coup, avec Zoc lui propose de l'aider, il accepte. Et on échange avec lui. Et j'apprends que ce monsieur, il vient du sud de la France, avec une voiture sans permis. Il est handicapé sur une chaise roulante. Et je vois sa passion, en fait. Et quand je discute avec lui sur le chemin pour l'amener, on l'amène jusqu'à son hôtel. Ouais, je vois sa passion et à travers ce monsieur-là, je comprends... jusqu'où ça va. Ouais, jusqu'où ça va, quoi. Et qu'est-ce qu'elle lance? Quelque part, ça ne me change pas parce que je viens de Saint-Étienne. C'est un peu la même mentalité. Les deux villes se ressemblent, même si Saint-Étienne est plus grand. Mais la mentalité des supporters, l'ambiance... Après, je pense c'est des cas particuliers. Voilà, c'est des cas particuliers. Même si je pense que Saint-Étienne est quand même... Encore au-dessus, au niveau ferveur, ça dépasse, ça dépasse là. Ça dépasse ça transmet de génération en génération. Voilà, c'est ça, parce que Saint-Étienne a quand même une histoire européenne qui est européenne formidable. Moi qui ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces chaînes de télévision. Saint-Étienne a traversé toutes les frontières. Et pour moi, Saint-Étienne, c'est la fiancée de la France. Oui, mais c'est vrai, c'est un club historique, mythique, même si aujourd'hui ils sont en Ligue 2, mais c'est un très très grand club, Saint-Étienne, un club extraordinaire.
On reviendra alors là-dessus puisqu'on est à Saint-Étienne aujourd'hui pour cet entretien. On est bien reçu, plus que bien reçu. On pourra en reparler dans les prochains directs ensemble justement des coulisses de cette venue. Donc à l'été 2024, quand vous arrivez au RC Lens, vous avez parlé un peu de ce qui se passait, le bazar économique et sportif. Pas moi qui en parle, c'est Joseph. Ouais, il en a parlé souvent de ces problèmes-là, de cette saison-là. Il y a des départs, Francaise, il y a les départs du futur la présidente de Rennes, Monsieur Pouille, et Joseph, pas très content de la gestion financière du club, qui sent la fin des droits télé aussi en France et qui anticipe avec des solutions et des décisions drastiques. Vous, quand vous arrivez, ce sont quoi les premières missions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'état des lieux? Déjà, je tiens à dire une chose. Quand je vois l'état des lieux, quand j'arrive à Lens, c'est terrible parce que je vois des banderoles contre Joseph. Pas cool. Par les supporters lensois, qui prennent parti pour Renaud Pouille. Celui qui a risqué, qui a mis son argent, qui a vraiment sauvé ce club de la Ligue 2, qui l'a amené en Ligue des Champions, c'est quand même Joseph. Et ça me rend triste pour Joseph. Ça me fait de la peine parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement. C'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un, je le dis, il m'a donné ma chance et j'ai que du respect pour lui. Et tu m'entendras jamais dire quoi que ce soit. J'aime énormément ce monsieur. Il m'a aidé à m'élever encore plus, à découvrir le monde du football professionnel de l'intérieur. Et ça me fait de la peine parce que je vois tout ce qu'il a fait pour Lens, comment il a pris le club en Ligue 2, ce qu'il a fait pour le sauver, ce qu'il a mis comme investissement. Une saison exceptionnelle, miraculeuse, ils vont en Ligue des Champions, une saison magnifique. Et derrière, malheureusement, la masse salariale explose, le budget explose. Et là, voilà, Joseph se rend compte, on va dire, en mai-juin 2024, de la situation économique du club. Et là, il décide de prendre des décisions, comme tu dis, drastiques, comme vous dites, pardon, excusez-moi, comme vous dites, drastiques. Et de là, en fait, tu prends des décisions impopulaires. Parce que tu dois vendre des bijoux de famille. Quand tu as donné du caviar pendant un moment, et puis que là, tu redeviens un peu plus modeste, les gens ont du mal à comprendre. Mais en fait, Joseph a été encore une fois visionnaire et a été très très intelligent. Lui, est-ce qu'il vous a intronisé? Qui savait que vous étiez là à Lens, puisque vous n'étiez pas tout le temps là, il fallait aller en Italie ou autre, de ce que je comprends. J'allais une fois par mois en Italie. Une fois par mois, et avec vos déplacements à Lens, vous étiez donc pas salarié du club, mais vous travaillez avec le club pour le bien du club. Comment ça se passait? Non, je n'étais pas salarié du club. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est pour ça que vous me demandiez pourquoi je n'ai pas communiqué. C'était pas ma place. Je n'étais pas salarié du club, je travaillais pour Joseph. Ma place à moi aujourd'hui, c'était d'aider Joseph. Je venais dans l'idée, dans cette saison de transition, essayer de limiter la casse. Et on avait un objectif entre la 6e et 9e place. Et tout ce qu'on pouvait avoir, c'était que du bonus. Le directeur sportif, c'était Diego Lopez. Le directeur... Non, pas en juin 2024. D'accord, ça arrive après. Ça arrive après. En fait, on se retrouve dans une situation où M. Pouille part, Franck S, M. S part, on n'a pas de directeur sportif, t'as pas de directeur général, t'as pas d'entraîneur, et il y a tout à refaire. Ah, et donc vous êtes là? Et je suis là. D'accord, ok. Oui, je comprends. Je suis là. La première chose que tu cherches, c'est que tu cherches un directeur général. On pense à Pierre Derossi. Je propose Pierre Derossi à Joseph et je lui explique pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui a de la bouteille. On est dans une saison de transition, d'austérité. Et Pierre, il a l'expérience du haut niveau. Il connaît, je pense, le football français en tant que joueur et en tant que dirigeant très très bien. Et je sais que dans cette saison de transition, il peut faire ce travail d'austérité, entre guillemets. Voilà. Vous prenez par rapport à un profil particulier. Donc. Exactement. Tu vas passer devant un NCG et tu dois expliquer ton projet, comment tu vas faire les ventes, comment tu vas équilibrer le budget, enfin tout ça. Et alors pour équilibrer le budget, il faut des ventes, il faut se lancer là-dedans dans le mercato. Et donc qui choisit un directeur sportif pour mener à bien ce nouveau projet sportif difficile? En fait, le directeur sportif n'a pas été choisi jusqu'au mois de septembre. D'accord. Dans cette saison de transition, on est resté sans directeur sportif. C'était, on va dire, Pierre Rossi qui avait ce rôle de directeur général avec l'aide de Diego Lopez et l'aide de Jean-Louis Leca. D'accord. Voilà. Et puis surtout la cellule de recrutement avec des gens exceptionnels, Valentin et Jonathan. Et vous étiez le lien un peu entre tout le monde? Tampon.
Un tampon. Un tampon. D'accord. Un tampon. tampon. C'est pour ça que j'essaie de comprendre comment ça pouvait fonctionner et aussi comment vous étiez vu en interne. Ça se passait bien pour vous? Bah, c'est un peu comme quand tu arrives en Italie. On ne sait pas qui tu es, on ne sait pas si tu es là pour un audit, on ne sait pas c'est quoi ton rôle. Puis comme ça s'est fait, Joseph n'a pas eu le temps de me présenter directement aux personnes importantes du club. D'accord. Du coup, comme tu as dit, pardon, comme vous avez dit, Bon, on va peu se tutoyer. Ça sera plus simple. Allez. je sais pas, comme vous voulez. Vous êtes OK? Bon, ils sont OK. Bah alors, je te tutoie. Comme tu as dit, c'était un peu comme l'œil de Moscou, tu vois, c'est celui qui est l'œil du président, celui qui fait voilà. Ah, donc c'est un peu compliqué pour toi alors? Non, enfin, je sais Non, pas en si on fait, peut dire tu l'as pas ressenti comme ça? compliqué, non, parce que Tu l'as ressenti comment? en fait, je n'avais pas conscience. Ok. Tu vois, honnêtement, j'avais pas conscience. J'avais un job et je me concentrais sur mon job. Joseph, il voulait qu'on fasse des ventes. Kevin Danso devait partir. Ouais, Nel Naoui devait partir. ouais. Et les deux dossiers capotent. Nel Naoui, pour un problème de genou, il va pas à Monaco. Et Kevin Danso, pour un problème de cœur à la Roma, ça se passe pas. Les deux transferts capotent et on est dans une situation là, ouais. Donc là, c'est géré au global, direction générale, voilà, c'est le sportif, club, président, Benjamin tout le monde. Paro, Pierre Rossi, Jean Huleka. Enfin, moi, je suis juste, encore une fois, je le répète, le tampon dans tout ça. Et là, la mission dans votre travail et en général à Lens, c'est donc de sauver le club ou de sauver la casse. Là, c'est quoi l'idée? Ben, en fait, déjà, Limiter la casse, je veux dire. déjà, pour commencer, ben, le directeur général arrive et là, il faut trouver l'entraîneur. Ouais. Et c'est une saison de transition. Et moi, je soumets un nom à Joseph. Je ne sais pas si je peux le dire. Bien sûr, enfin, moi ça me va aussi. Mon premier nom qui me venait à l'esprit, c'était Habib Beye, Mhm. que je pense que c'est un très grand entraîneur. Mais voilà, ça n'a pas fait consensus au sein du club. Moi, j'aime beaucoup. Dans cette saison de transition, il a ce caractère, ce charisme, cette personnalité qui pouvait nous aider. De là, Joseph m'appelle et me dit on peut avoir Will Steele, un ancien Rémois. Et je dis ok, Banco, c'est un super coach, jeune, c'est ce qu'on voulait, un jeune coach. Ouais, bien sûr. Parce que dans cette saison de transition, Fallait amener un... il faut amener de la fraîcheur. Et il me dit qu'est-ce que tu en penses? Je dis ouais, c'est une bonne idée. Et puis de là, on part sur Will Steele et ses frères. On connaît la saison de Will Steele qui a été difficile sur le plan personnel justement, mais le choix sportif était bon. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus à Lens à ce moment-là, en cet été 2024? C'est le sportif ou le financier? C'est comment redresser la barre? Mais parce que vous avez offert des rêves immenses au peuple lensois. Mais avant que la direction qui est en place, ça fait rêver, oui. Et ça fait rêver, et il faut faire redescendre le bateau. Bah, tu mets les mains dans le cambouis en fait. Tu fais quelque chose d'impopulaire. Tu fais quelque chose que personne veut. En fait, on a eu du mal à trouver un directeur général, que ce soit en interne ou Joseph. Ah ouais? Oui, parce que. Personne veut du poste. Bah, c'est compliqué. En fait, tu deviens impopulaire. En fait, tu dois faire quelque chose que personne n'ose faire. Enfin, tu fais rêver des milliers et des milliers et des milliers de gens qui viennent au stade, qui aiment ce club, qui aiment leur identité, parce que c'est vraiment une identité, le Racing Club Lens. C'est vraiment une institution. Il faut pas l'oublier. Et c'est quand même une place forte du football français. Je crois qu'ils sont à 70 matchs à guichet fermé, de suite. Bien sûr. On va avoir 75, je ne sais même plus combien les chiffres, combien on en est, voire 80. C'est extraordinaire. Et de là, dire à ces gens-là, du jour au lendemain, ben voilà, on revient dans une période d'austérité, on arrête les freins, on arrête la casse, mais dans l'intérêt du club, encore une fois. Il faut, ça passe pas. Là, le projet à ce moment-là du club, c'est de faire un plan social, c'est de virer les salariés, c'est quoi? Non. On n'est pas si loin? Honnêtement, je ne peux pas confirmer ça ni affirmer ça. Non, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces alarmistes sur, en effet, Lens a évité... Oui, on était dans une situation financière où, oui, c'est vrai. Okay. Et Joseph dur. a assumé ses responsabilités et a encore sauvé le club, parce qu'il a fait des choses pour sauver le club. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis que Joseph, les supporters devraient vraiment faire un tifo à l'honneur de Joseph. Ils le feront peut-être là, vu la position du club actuelle. Et vraiment un chant à l'honneur de Joseph. Franchement, sans faire de l'échecu. Hein. Tu vois, excuse-moi du terme pour toi. Tu peux. Mais vraiment, parce que je crois que Lens a un très 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 grand
propriétaire, président. Et c'est un président qui a fait le choix ensuite donc de tout changer à l'été 2025. Mais toi, sur cette année-là, tu as donc quitté le club l'été dernier. Quelle a été ta liberté d'action? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour redresser le club, alors aux côtés de Pierre Drey aussi et d'autres? Mon travail à moi, c'était d'accompagner les décisions que Pierre aussi prenait, que Diego Lopez prenait, que Benjamin Paro prenait. Je donnais mon avis, basta, ça s'arrêtait là. Ça n'allait pas plus loin. Je n'étais pas là, moi, à prendre des décisions. Je n'étais pas le boss du club. Ok. Donc tu étais un lien, un rempart aussi au président, un tampon. Quelle décision a été prise donc dans les premières pour sauver le club? La vente d'Anso, ok, on a compris, ça a mis plus de temps que prévu. Celle de Naïl Nainaoui aussi, puisque finalement de Monaco, il est parti que plus tard à la Roma. Il y a eu le transfert énorme de Abdou Kodir Kouzanov, l'Ouzbek, qui a été acheté pour environ 400 000 euros, 100 000 euros. Ouais, 100 000 de mémoire. Il y a plusieurs. Non, mais 100 000. C'est environ ça, et revendu plus de 40 millions, c'est ça, à Manchester City. Là aussi, alors qui est partie prenante de tout ça? Comment ça s'est passé? Avant, j'aimerais revenir sur la saison, si tu permets. Ouais, bien sûr. On démarre la saison. On a un match de Coupe d'Europe contre le Panathinaikos. On doit passer ce tour-là. Malheureusement, on ne se qualifie pas. Au match aller, on doit gagner 3-4-0, et puis à la fin, voilà, on ne gagne pas. Et au match retour, on perd le match. Enfin, c'est une équipe tellement généreuse qui va absolument difficile, moment très difficile, vraiment. On va dire le premier moment très difficile pour moi à Lens, parce que ce match-là contre le Panathinaikos, j'aurais voulu qu'on se qualifie, mais malheureusement, on rate ce moment-là. C'est un mal pour un bien, peut-être, je ne sais pas, parce que voilà. Mais derrière, on démarre la saison, on joue bien, on fait des résultats, au début, on démarre bien. La saison de transition, honnêtement, si on finit entre 6 et 9e, dans cette période-là d'instabilité, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on vise. Et si on peut avoir plus, c'est que du bonus. On fait la saison comme ça, puis arrive mi-championnat, Kouzanov. C'est quelque chose qu'on a préparé avec Diego Lopez, qui devient directeur sportif au mois de septembre 2024. D'accord. On prépare en amont, en fait. Moi, je fixe un prix. Je dis juste, je passe pour un fou. Mais quand tu vois les prix des défenseurs de ce calibre-là, de ce niveau-là, comment ils ont été vendus, dernier de Lenny Euro de Lille, je crois. En première ligue, ouais. Qui est vendu à Manchester aux alentours de 55 millions. Ouais, je me dis, voilà, on a une chance de faire un vrai deal, de sécuriser le club. Je profite des relations que Diego il a avec Jorge Mendes. Okay. Je lui demande de contacter au mois de septembre-octobre Jorge Mendes. Il contacte Jorge Mendes. Avec Max Mirabelli, il va chez Jorge Mendes pour lui expliquer ce qu'on attend de lui. On parle quand même du plus grand agent du monde, voire d'un des plus grands. De là, Donc il y a un deal RC Lens, Mendes. Non, d'abord il y a une discussion. On explique ce qu'on attend et on explique la somme qu'on attend. Une anecdote au passage, je suis avec Pierre Drey et Joseph Ougourlian à l'hôtel du Louvre, et je lui annonce qu'on doit vendre Kouzanov 40 millions. Et je pense que Joseph ne me prend pas au sérieux, il me prend un peu pour un fou. Du coup, il appelle quelqu'un, un directeur sportif très important en Espagne, et il lui demande pour Kouzanov. Et la personne lui dit, mais maximum tu peux avoir, c'est 15 voire 20 millions, si tu as plus, c'est... Enfin... Jackpot. Et Joseph raccroche, aujourd'hui ce monsieur est dans un très grand club anglais, et Joseph raccroche, il me regarde et je vois son regard qui me prend un peu pour un fou, quoi. Et ouais, okay. Je comprends. Mais pour moi, c'est magnifique parce que c'est un challenge, en fait. Et je sais qu'on va le vendre ce prix-là. Donc tu t'impliques vraiment dans ce dossier transfert? Celui qui le mène à bien, c'est Diego Lopez, rendre à César ce qui appartient à César. Je me sers de lui, de ce réseau-là. On contacte Mendes. Max Mirabelli et Diego vont chez Mendes au Portugal. Ils discutent. Et après, c'est Joseph qui prend le bébé, qui gère ça avec City. Avec Mendes. Avec Mendes. D'accord. Et suivi par Diego. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que ce transfert incroyable se fait. Très important comme transfert. Parce que c'est un transfert qui nous permet, au mois de décembre, janvier, de souffler. Et surtout de ne pas se faire piller par les autres clubs pour les autres joueurs. Parce qu'à ce moment-là, on le rappelle, vous n'annonciez pas sur
tous les toits du monde que Lens était en difficulté, que Lens était vraiment dans le trou, dans le rouge. Et au contraire, c'était bon. Si Je prends pas la parole là-dessus, c'est Joseph qui en personne parle. mais même lui, il l'a fait un peu après, dans le sens où il n'a pas alerté les médias du monde entier pour dire tous les joueurs sont à vendre et on les brade. Au contraire, vous avez Non, une non. attitude très intelligente là-dessus au Non, niveau du c'est club. très très important. Et c'est pour ça que la vente de Koussaneuf, je pense que c'est la vente la plus importante du club. Mais Mendes, il a pris la moitié pour lui. Non, Non. arrêtez avec ces conneries-là. Mais Non, mais là, non, mais Joseph, c'est un grand homme d'affaires. Tu crois qu'il va, enfin, voilà, il a tordu Jorge Mendes, et Jorge Mendes, il a été très classe de vouloir venir nous aider, grâce à Diego Lopez. Mais non, oui, j'ai entendu beaucoup de choses, mais voilà, c'est le plus grand agent du monde, il a un prix, il faut respecter, mais encore une fois, il faut se mettre à l'époque, dans le contexte. On a besoin d'argent, on a besoin de vendre, et de bien vendre, surtout, très bien vendre, et c'est ce qu'on fait. Parlant de mercato, tu parles de vente. En janvier, il y a également un transfert d'une légende du club, parce qu'il était là dans cette ère Ligue des Champions, le piston droit polonais Frankowski, qui part un peu à la surprise générale en fin de mercato en Turquie à Galatasaray. Tu as suivi ce transfert-là aussi? Oui. Ça s'est passé comment pour en tirer environ 10 millions d'euros de ce que j'avais lu à l'époque, ce qui paraît énorme quand c'est un joueur évalué beaucoup moins. Presnel se fait contacter par Galatasaray, qui est un très grand club en Turquie, voire le plus grand club de Turquie. Les amis de Fenerbahçe vont pas être contents, mais non. c'est pas grave. Ouais, mon père il est pour Fener, mais bon, on oublie ça. Voilà, le mercato français est fermé, et ils veulent absolument Frankowski. C'est un dimanche, je suis à la maison, Joseph m'appelle, et il me dit, enfin j'appelle Joseph et je lui explique, je lui dis voilà, on a une offre pour Presnel, au départ elle n'est pas de 10 millions, elle est de 5 de mémoire je crois, 5, 5,5 peut-être, 4,5, 5 avec des bonus. Je ne veux pas dire de bêtises Thibaut, je ne m'en rappelle plus exactement. Mais on est très loin des 10 millions. Nous le mercato il est fermé en France, on ne peut plus recruter de joueurs. Mais sauf que le joueur il est un peu retourné, il va absolument y aller. Parce que c'est le contrat de sa vie, et qu'il va absolument aller à Galatasaray. Il appelle Joseph, il lui explique qu'il veut vraiment y aller. Tu sais, dans ces moments-là, il ne faut jamais retenir un joueur contre son gré parce que tu le payes à un moment ou l'autre. On est à 4 mois de la fin du championnat, 5 mois de la fin du championnat. Joseph, il me demande mon avis. Contre l'avis de tous les dirigeants du club, je décide de dire à Joseph de le vendre. Je lui dis, Joseph, il faut le vendre. Je n'ai pas l'accord du coach, il n'est pas content. Diego Lopez, qui est pourtant quelqu'un qui est proche de moi, mais il m'en veut à mort. Pierre Rossi n'est pas d'accord aussi. Et Benjamin Parot, enfin, le club. Oui, personne. Je prends une décision, encore une fois, pas populaire. Mais derrière, il ne faut pas oublier, on a Aguilar, international français, un mec extraordinaire, humainement. Et tu as Tom Pouilly, un jeune. Enfin, on n'est pas à poil, quoi. Et il reste 5 mois, je pense que tu peux faire confiance à ces gars-là qui sont des gars de valeur, des gars du club. Et Frankowski, c'est un prix inespéré. Mais c'est un garçon que tu dois... Au mois de juin, si on le garde, si on en tire 4 millions, c'est magnifique. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, dans la situation qu'on est, ces 10 millions, c'est extraordinaire. Si Lens n'avait pas eu besoin d'argent, tu le vendais? Un joueur, il veut partir. Il a une offre extraordinaire. C'est pas toi qui décides. Enfin, tu décides, tu prends la décision de vous dire... Ouais, mais il ne faut pas retenir un joueur contre son gré. C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur parce que, encore une fois, le temps que le joueur il se remette de ce transfert avorté, capoté, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de départs cet hiver 2025 donc, au club. Et, un chamboulement énorme. Il y a eu donc Kevin Danso à Tottenham. Il y a eu... Au passage, je tiens à le dire, on le vend plus cher. Pourtant, avec tout ce qui s'est passé pendant l'été avec la Roma, on le vend plus cher à Tottenham qu'à la Roma. On le vend, je crois, 3-4 millions d'euros plus cher. Alors que lui aussi a été chamboulé parce qu'il doit aller à la Roma. Problème au cœur décelé. Derrière vous, il rejoue. Il y a ce qui reste, en tout cas médiatiquement et pour les supporters, une surprise de se dire mais comment c'est possible qu'un club recale un joueur mais qu'en fait il soit apte de l'autre côté. Bref, on est un peu dans une... Ça c'est médical, une incompréhension générale. Et derrière, vous le revendez plus cher à Tottenham. Là aussi, ça se passe comment? En fait, on reçoit un coup de fil de l'agent du frère, Mani, et Kevin veut partir. Il est resté sur son échec avorté à Roma et il a l'occasion de partir pendant le mercato.
il a plusieurs offres sur la table, dont un très grand club italien et un grand club anglais, Tottenham, qui est un très 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 grand club. Pareil, il veut partir, il est dans sa tête, il est décidé à partir, tu vas pas le retenir. Alors qu'est-ce que tu fais? Dans l'intérêt de ton institution, dans l'intérêt de ton club, tu cherches à le vendre le plus cher possible. Et on arrive à gratter, je crois, 3-4 millions d'euros de plus que la Roma. On n'est plus à 1 million près. Ah, si. À ce moment-là, je peux te dire, tu comptes les centimes même. Et par rapport à ça, justement, les centimes, il y en a un qui avait la capacité de les sortir, c'est avec Rennes. L'arrivée donc de Brice Samba à Rennes, là aussi, pour Lens, c'était tout bénef. Non, il veut partir. Joseph m'appelle, il me dit voilà, et on discute. C'est un peu une surprise pour nous, hein. C'est quand même le capitaine, c'est quand même un grand monsieur, c'est un international français. Attention, on parle pas de n'importe qui, on parle de Brice Samba. Et quand il dit qu'il veut partir, tu prends dans les dents, quoi. Faut réagir, il faut se réajuster. Tu n'attends pas du tout à ce transfert. Parce qu'il n'est pas voulu, il n'est pas désiré. En même temps, c'est pareil, je comprends les ambitions. Un contrat en or pour M. Samba. Voilà, il est humain. Ouais. Il est humain. Et tu fais quoi? Tu cherches à en tirer le maximum. Je crois qu'on en tire 14,5. Ouais. Donc fantastique. Ouais. Fantastique. Et derrière, vous avez l'idée d'ailleurs, alors il ne viendra pas à ce moment-là, il viendra l'été dernier, mais du gardien du Red Star, qui est actuel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Diego, il avait eu l'idée de Risser, mais il était au Red Star. D'accord, donc ça ne pouvait pas se faire. La cellule de recrutement avait déjà travaillé dessus. Mais moi, personnellement, je poussais pour garder un garçon comme Kofi. Ok. Mais le coach ne lui faisait pas confiance. Ok. Voilà. Mais moi, j'aurais fait confiance. Aujourd'hui, la preuve, il a Angers. Et il montre que il a fait le match de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, juste après Brice Samba. Il est vraiment extraordinaire, il fait un très grand match. Je pense qu'il aurait pu tenir toute la fin de saison. Et puis humainement, Hervé, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Ah ouais. Mais dans un groupe, c'est une crème. En fait, il faut savoir une chose, le groupe de Lens, c'est un groupe extraordinaire. Tu as Florian Sotokala, un mec extraordinaire. Tu as Jonathan Grady, extraordinaire. Adrien Thomasson, extraordinaire. Aguilar, Ruben, extraordinaire. En fait, tu as un noyau, tu as Malang Sarr, même s'il n'est pas tout le temps titulaire, mais humainement, il est extraordinaire. Tu as un noyau qui représente le club. Tu sais, c'est très difficile d'avoir des hommes qui aiment le club et qui aiment ce maillot, qui aiment le maillot. Qui forment le socle. Qui forment le socle. Et ces mecs-là, c'est des... Comment tu fais pour analyser le fait que tu fais partie de ceux qui font venir Malang Sarr au RC Lens? Il ne met pas un pied devant l'autre, entre guillemets, je suis un peu excessif. Sur l'idée de Pierre Desrous aussi, attention, il faut rendre à César. Sur une idée de Pierre Desrous aussi, vous choisissez de le relancer. Et c'est cette saison qu'il est exceptionnel, parmi les meilleurs défenseurs de Ligue 1. C'est un mec extraordinaire aussi, Malang. C'est un mec humainement extraordinaire, très simple. Voilà, il sort de 2 saisons blanches à Chelsea. Tu as l'occasion de l'avoir libre, tu n'as pas d'argent. Tu tentes des coups. Il y en a qui réussissent, d'autres moins bien. Et Malang, il fait partie de ces coups-là. Sur l'instant, ils n'ont pas réussi. Mais derrière, cette année, je crois qu'il a les meilleures notes dans le journal L'Équipe. Dans l'équipe des défenseurs, parmi les défenseurs, ouais. Il est dans le top 3, c'est sûr. Encore une fois, je te le répète, c'est le noyau qui est à Lens, c'est des hommes, c'est des pères de famille, mais c'est des footballeurs professionnels, mais extraordinaires. Tu as parlé de quelques échecs, on va y venir. Juste avant, je voulais revenir sur une autre réussite. La saison de l'éclosion, de l'explosion de l'international marocain Naïl El Ainaoui, qui doit partir en début de saison à Monaco. Blessure à ce moment-là, c'est avorté. Là aussi, dans sa tête, ça ne devait pas être simple. Non, pas du tout. Comment vous l'avez suivi? Comment tu as vu cette évolution de ce garçon-là? Déjà, il faut savoir une chose, Naïl était très, très, très bien accompagné par ses parents. Il a son papa qui est un professionnel de tennis, et sportif de haut niveau, et il a sa maman qui est une vraie maman protectrice. Déjà, ce qui permet à Nel de se ressourcer, de rebondir. Il est très très bien entouré, Nel. Ça, c'est la première chose. Tu te rends compte de la famille qu'il a, l'éducation qu'il a, c'est vraiment extraordinaire. Il revient tout doucement, mais il manque quelque chose à Nel. Il manque, voilà, c'est un garçon, quand moi je l'ai vu jouer à Nancy, c'est quelqu'un qui attaquait la surface, qui marquait des buts, qui faisait des passes décisives. Et je vais voir Jonathan et Valentin, et on discute. Et puis Valentin me propose de faire une vidéo de Nel. Valentin, il fait partie de la cellule recrutement. Okay. Quelqu'un très, pour moi, Jonathan et Valentin, c'est l'âme du club aussi. C'est des gens du club extraordinaires. Comme Yann Demont, Sikora, c'est des gens qui sont dans le club depuis des années et qui ont l'identité Racing Club de Lens. C'est les gens du Nord. C'est les gens
Ils aiment ce club, vraiment. Tu vois, tu le sens quand tu parles avec eux. Fiabilité. Ouais, voilà, c'est extraordinaire. On arrive en fait à cette situation où tu te dis, bah, Nel, il faut qu'il rebondisse. On discute avec Valentin, il me dit, je peux faire une vidéo, 2 fois 5 minutes. Il me fait 2 ou 3 vidéos, 2 vidéos, je crois, de mémoire, que j'envoie à Nel. Je lui dis, voilà, Nel, ce que tu faisais. C'est pas mon job, hein, mais je discute, tu vois. Voilà, Nel, ce que tu étais, ce que tu faisais, comment tu attaquais la surface, ce que tu... Et puis là, il finit la saison en trompe, je crois qu'il finit à 8 buts. Alors qu'avant, dans la vidéo, il a été à 0 but, 0 passe. Je te rassure, je ne sais pas rien. Ouais. C'est juste l'idée de Valentin. Et les déclics psychologiques comme ça peut aider. Ouais, ça peut aider, c'est sûr. Mais oui, j'envoie ces 2 vidéos à Nel, il m'envoie un petit message pour me remercier. Et peut-être que voilà, ça l'aide. Ouais, ça l'aide sûrement. Mais c'est encore... attention, je rends à César ce qui appartient à César. C'est dans la discussion que j'ai avec Valentin, c'est Valentin qui me le propose de faire ça. Ouais, J'aime bien les choses claires, tu vois. Je n'aime pas m'attribuer le travail des autres. C'est aussi collectif souvent et c'est multifactoriel. Quand je reprends des noms de cette saison-là, il y en a qui n'ont pas eu ces déclics-là, qui ont été dans l'échec, qui ont parfois fait que passer au RC Lens, qui resteront pas dans les légendes. Mais il y en a un comme Bulatovic qui lui était titulaire dernièrement avec le RC Lens. Mais Thibaut, on peut parler des échecs aussi. On peut parler de Ndalcelik, on peut parler de Bonifo, on peut parler de Kodou Ngoyalipou. J'ai aucun souci avec ça parce que tu n'as pas de moyens. Ouais. Tu es dans une saison de transition, je le répète, où tu dois trouver des solutions. Bulatovic, international de l'espoir à monténégrin, grâce à Dobrage, l'ancien joueur du Racing Club de Lens, et Gervais Martel, il nous envoie ce dossier-là, la cellule de recrutement, le check, magnifique, ils le veulent, on vérifie tous, on check le profil, et on y va. Et peut-être que c'est maintenant qu'il va éclore, d'ailleurs. Je souhaite, vraiment je le souhaite pour le Racing Club de Lens, parce que pareil, j'ai eu la chance de rencontrer son papa et son entourage, magnifique. Mais il y en a d'autres comme Zarouri, Enzola et autres qui n'ont pas eu fait la saison que vous désiriez. Zarouri, c'est un choix du coach qui le voulait, c'est Will Steele qui le voulait, Ed qui le voulait, et... voilà, il vient d'arriver, il vient d'arriver, le coach vient d'arriver, il a un choix, c'est Zarouri. À l'époque, tu as Jean Uleka qui vient dans le bureau, je suis avec Pierre aussi, et qui veut faire Thauvin. Tu vois, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est l'idée de Jean Uleka, mais sauf qu'on n'a pas d'argent. Et c'est une très belle idée, mais on n'a pas d'argent. Et on vient de faire Satriano et on va faire Zarouri pour le coach. Mais grâce à Dieu, il est arrivé... un an après, et on voit ce qu'il apporte aujourd'hui, son expérience. Et d'ailleurs, dans d'autres moments, ça aurait peut-être pas été aussi fort qu'aujourd'hui, parce que c'est aussi un collectif qui aide Thauvin à briller, et que l'an dernier, j'allais dire marasme, dans la saison difficile, ça aurait pu être un autre Thauvin aussi. Peut-être, on ne sait pas. On sait pas, mais en tout cas, l'idée était bonne. L'idée était bonne, et ils l'ont confirmé cette année, quoi. Et vous, dans cette situation de décision impopulaire, toi qui navigues comme ça entre les lignes, entre les strates et les différents services du club, j'ai appris que par moment dans la saison, tu as été pas molesté, mais mal vu par des supporters, que tu étais pointé du doigt, etc. C'est ça, Thibaut. Et ben, on se renseigne, on essaye ou des supporters qui racontent des histoires, etc. Toi, comment tu as vécu ça et pourquoi tu as été pointé du doigt? Écoute, personnellement, je vis quelque chose de dur. Humainement, personnellement, en tant que père, je vis quelque chose de dur. En tant que mari, je vis quelque chose de dur. J'ai la naissance de ma fille, qui est prématurée, qui arrive au mois de novembre, le 20 novembre. Elle fait 27 jours d'hôpital, en couveuse, et c'est un moment très dur. Et de ce côté-là, en plus, tu prends des coups, tu vois. Alors... tu vis, en fait, tu avances, tu es résilient. Il y a des priorités dans la vie, oui. Voilà. Moi, ma femme, aujourd'hui, elle est en bonne santé, ma fille est en bonne santé, mais c'est vrai que ça a été un mois et demi voire 2 mois très difficile. Donc tu étais peut-être un peu moins présent au club que ce que tu voudrais? Non, au contraire. Ok. Pour te dire un exemple, le soir où ma fille est en couveuse, on a un match à Auxerre, je ne sais plus, une semaine après la naissance de ma fille. Je pars de l'hôpital. Je monte à Auxerre en vitesse, en voiture, j'assiste au match, je pars du match, je retourne à l'hôpital remplacer ma femme. Voilà. Non, Ah, donc c'était toujours au poste. Ouais, c'était très important parce que les personnes savaient ce que je vivais, je m'en suis
Tu dis ça parce que justement, je te dis que certains supporters t'ont pointé du doigt ou même C'est difficile, agressé verbalement. Ouais. Mais c'est pour montrer que tu me dis ça parce que on pouvait pas te comprendre ou Non. qu'est-ce qui se passait? Non, en fait. Pourquoi ils t'en voulaient? Parce qu'on a pris des décisions impopulaires, soi-disant on a affaibli l'équipe, soi-disant. Mais en fait, moi, il n'y avait qu'une seule direction qui m'intéressait, c'était de sauver le Racing Club de Lens. Et de faire surtout de faire des très belles ventes. Voilà, de rentrer de l'argent et de redémarrer, on va dire, juin 2025 avec plus d'aisance, quoi. Et quand les supporters s'en prennent à toi après un match à l'extérieur, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu veux quitter Lens? Je sais pas moi, dans ces situations. Difficile. Un moment très pénible, très difficile. Parce que t'es un homme de l'ombre et là tu te mets en lumière du coup. Parce que... En fait, ils me mettent en lumière, mais ça part. En fait, on est dans la zone VDI à Marseille parce que je pense que tu veux pas. C'est quoi VDI? Ouais. C'est le parking souterrain. On est dans la zone VDI où les supporters attendent pour sortir, pour quitter le stade. Je vois une dame avec une poussette, avec un bébé dedans. Magnifique, elle vient avec son bébé. Enfin. Et par contre, tu vois, il y a peut-être 700, 800 personnes qui attendent pour sortir. Et je me dis, s'il y a un mouvement de foule, c'est dangereux pour le bébé. Alors du coup, je vais voir le responsable de la police et je lui demande gentiment si on peut sortir cette dame. Il me dit, il accepte. Je vais sortir cette dame avec son bébé et son mari. Je les fais passer devant tout le monde et ils sortent en toute sécurité. Et de là, je pars dans ma voiture et t'as quelques supporters. Je sais pas si on peut appeler ça du supporter. Voilà, ils descendent du bus et commencent à m'invectiver, commencent à être virulents, méchants, menaçants. Et là, tu sais, je viens de te dire, je viens de vivre, et là, ils parlent de ma famille, on sait qui tu es, on sait où tu habites. Enfin, ah oui. Ouais, ça. Alors que tu es là pour aider le club, tu es là pour sauver le club. Et je suis vraiment fier du travail que j'ai fait à Lens. Je suis fier qu'aujourd'hui Lens soit premier au classement. J'ai rien à voir, je te rassure, c'est pas moi Mais voilà, le travail qu'on a fait en amont, il est extraordinaire. Les ventes qu'on a fait aujourd'hui, c'était pour cette saison de transition. On l'a fait. On a fait le sale boulot, là, mais il a maintenant Cambouis, on a été impopulaire. Ok. Renouveler l'effectif. Renouveler l'effectif, ouais. C'est encore une fois, avec des échecs, comme des réussites comme Blatovic, des échecs comme Bonifo et Tchelik. Je les assume. Il y a Kodun Koulaïpoux, j'aime énormément. Je pense que c'est un garçon qui, à un moment ou l'autre, explosera. Enzo, c'est un garçon. Enzo, il est venu au mois de juillet. C'est différent, c'est un prêt. On n'a pas d'argent, on essaie de bricoler. Je pense qu'il a un fort potentiel, mais Enzo, c'est un garçon, voilà, un attaquant qui loupe des buts ou qui rate, il est tout de suite ciblé. C'est difficile pour un attaquant. Et Enzo, voilà. Ouais, on peut dire échec. À Lens, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est un garçon, encore une fois. Humainement, j'ai rencontré des joueurs extraordinaires, mais des hommes aussi extraordinaires. Après, c'est... Et tu as eu le temps de t'expliquer avec les supporters pour partir comme il faut? Non, ils étaient un peu virulents, ils étaient un peu agressifs, méchants. J'ai compris qu'ils étaient... je sais pas comment te le dire, mais j'ai compris que c'était pas neutre, ça venait pas de nulle part. D'accord, il y avait des guerres internes alors? Moi, j'étais en guerre avec personne. D'accord. J'avais un job et basta, quoi. J'étais en guerre avec personne. J'étais là pour aider Joseph à sauver le club et à réussir ce que Joseph attendait de moi, en fait. Certains cherchaient des boucs émissaires alors, ou des gens... Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Aujourd'hui, j'assume. Si j'étais un bouc émissaire, il n'y a pas de problème. Mais non, pour revenir à ses supporters, ça a été difficile parce que, entre guillemets, quand ils me disent on sait qui tu es, on sait où tu habites, je me sens agressé, tu vois, j'ai l'impression qu'on agresse ma famille. Et t'as quelqu'un de la sécurité de Lens qui intervient, qui les calme. T'as le droit de pas m'aimer, t'as le droit de dire que je suis mauvais, t'as le droit de dire tout ce que tu penses de moi, que je suis un tocard, ce que tu veux, il n'y a aucun problème, j'entends. Mais laisse ma famille ou laisse ma maison en dehors, tout ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, Joseph a eu l'élégance parce moi, c'est pas moi qui lui ai dit. Il y a quelqu'un qui a appelé Joseph pour lui dire ce que j'avais vécu. Et Joseph m'a appelé pour s'excuser de ce que je vivais au club. Voilà. Et c'est là encore la classe de Joseph, quoi. Et voilà, de sentir que ton président, il est là. Voilà, c'est... Tu regardes toujours les matchs du RC Lens. Toujours. Quel regard tu as sur les victoires qui s'enchaînent, les prestations des hommes de Pierre Sage et les choix qui sont faits, le directeur général désormais Ouais. En fait, c'était le choix de de Joseph Ougourian, Benjamin Parot.
C'est un garçon très intelligent. Il a mené sa barque, il est aujourd'hui directeur général. Il est numéro 1 au club. Jean-Louis Léca, directeur sportif. Il a fait un mercato, tu ne peux pas lui enlever, extraordinaire. Pierre Sage, super choix. Voilà, le club est premier. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu... Ils luttent des titres contre... Enfin, ils sont premiers. Ça va durer ? Je leur souhaite vraiment. Mais vraiment, je leur souhaite. Encore une fois, j'ai appris à aimer Lens et j'ai compris c'était quoi le club de Lens à travers le livre de Gervais Martel que j'ai lu, qui est un super livre que je conseille aux gens de lire. Et tu comprends vraiment où tu es à Lens quand tu lis ce livre. Ce qu'est Lens vraiment, quoi. Ton travail, il a été reconnu en interne ? Je sais pas. Ah. Je suis mentable à la rigueur. Je l'ai fait. D'accord. Auprès de Joseph Ougourlian ? Parce que c'était une mission finalement d'1 an en fait. Non, mais après, Joseph, c'est quelqu'un... Il faut savoir une chose sur Joseph, c'est un homme d'affaires. Ouais. Et c'est pas un homme sentiment. Voilà. Tu es là pour un taf, il n'est pas là pour te dire ouais, bravo, nanana. Et moi, j'ai appris une phrase quand j'étais jeune, pour être un bon vendeur, il faut être un bon acheteur. Et Lens avait très bien acheté, et alors il fallait très bien vendre, c'est tout. Et à l'arrivée, on peut considérer qu'à la fin de 12 mois, tes 12 mois en tout cas de travail, les ventes ont été plus que bien faites. Je suis fier. Et tu as eu le temps de dire au revoir? Comment ça s'est passé à la fin? Non, je suis parti. Ah ouais. Joseph a décidé de changer Diego Lopez, Pierre Drussi, qui est aujourd'hui au conseil d'administration. Je tiens à dire au passage, Pierre, ancien Lillois, il a pris plein les dents quand il est arrivé. Diego pareil, mais ils ont vraiment contribué à l'intérêt du Racing Club de Lens. Ils ont fait vraiment un travail exceptionnel. C'est pas facile quand tu arrives et qu'il faut mettre la main dans le cambouis et dire aux gens c'est l'austérité. T'es sûr qu'en plus, ancien Lillois, pour Pierre, il s'est dit, ouais, par moment. Mais Pierre, moi j'ai pris des barres de rire avec lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et donc jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pu défendre un bilan de ce qui a été fait finalement? J'ai pas cherché à défendre, on m'a demandé plusieurs fois des interviews. Je t'ai accordé cette interview parce que on a amené bien les choses. Voilà, et puis ma femme m'a dit il est temps. Ok. J'aime énormément ma femme sur ça, tu vois, elle m'a poussé à le faire. Un bon conseiller. Ouais, c'est mon conseiller, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à faire cette interview aujourd'hui. Mais quand j'étais à Lens, c'était pas mon rôle, c'est pour ça que j'ai toujours tout refusé. C'est quoi la suite pour toi, Miran? Tu as été contacté par des clubs, grands clubs, J'ai eu des clubs. grands clubs, 1 ou 2 grands clubs qui m'ont contacté, à qui j'ai des discussions. En France? Non, étrangers. Ok. Mais... Quel pays? J'ai eu un contact j'étais invité en Turquie, dans un vrai grand club, mais j'ai pas donné suite. Enfin, j'ai gardé contact, mais voilà, j'ai pas... J'avais rien de concret, attention, je tiens bien à le dire. Des discussions, discussions, mais ils m'avaient invité. Ils ont insisté, ils ont voulu m'inviter, mais j'ai pas été. Parce que aujourd'hui, ma fille est petite, elle a 1 an, et puis j'ai un rêve, un vrai rêve. C'est quoi le prochain rêve? Alors, je vis toujours, c'est mes rêves qui me poussent à devenir ce que je suis, parce que je suis un garçon autodidacte qui part de nulle part, et je mets toujours le bouchon plus haut. Mon club de cœur, la Saint-Étienne. Ah ouais? C'est à Lens, tu nous as parlé de Pape Diouf, donc Marseille tout à l'heure, mais Saint-Étienne, c'est particulier. Saint-Étienne, je le répète, c'est la fiancée de la France. C'est un club, mais je crois que tu réalises pas la portée de ce club. J'ai en mémoire un match en 99-2000, Saint-Étienne-Marseille, où il y avait un joueur brésilien, Alexis Aloisio, et à la mi-temps, il y a 4-0. Je te promets, le boucan qu'il y avait dans le stade, tu avais l'impression que le stade allait s'écrouler. Mais Saint-Étienne, c'est... T'as vu où ils sont aujourd'hui? C'est dur. C'est la belle endormie. Ouais. C'est la belle endormie, mais ils vont revenir parce qu'ils ont des actionnaires extraordinaires, des Canadiens extraordinaires. Ils ont un projet sur le long terme, c'est pas un projet sur le court terme. Je pense qu'ils vont tenir parole. C'est un très grand club de France. Et je suis sûr que demain, si Saint-Étienne devait revenir en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe, il battrait les records d'audience. Je te le dis, c'est la fiancée de la France, Saint-Étienne. Mais là, il faut commencer par faire quoi si t'arrivais à la SSE? On va pas si loin, Thibaut, on va rester étape par étape, on va rester dans l'unité. Non, je sais pas. Tu peux pas dire comme ça... Non, mais il y a beaucoup de choses à faire là. Ça paraît un chantier énorme, Saint-Étienne. Oui et non. Ah ouais. Oui et non. Au contraire, c'est un beau défi, c'est un super challenge. Je sais pas si tu réalises du club qu'on parle en fait. Je crois que tu... Mais moi je suis d'une génération OM 93.
PSG aussi, Grand président, 92-93, Bernard Tapie, la tête de Qui Comboiré représentait. contre le Real Madrid, le PSG aussi qui a fait rêver, Auxerre, Borussia Dortmund, les années 90. Donc Saint-Étienne, pour moi, c'est déjà la génération au-dessus. Et j'ai toujours vécu avec Saint-Étienne la magie, mais sans que je vois quoi que ce soit sur les terrains de foot, en Ah, fait. mais c'est- Tu regardes, je crois que c'est en 81 ou 82, je m'en rappelle plus de mémoire, c'est l'une des plus belles finales de Coupe de France, Paris-Saint-Étienne. Et tu as Marseille-Monaco aussi, qui est dans les historiques des belles Coupes de France. Saint-Étienne, il faut savoir, sérieusement, à l'époque, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas toutes ces chaînes, je te le répète. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Dis-toi qu'ils ont perdu la finale de la Ligue des Champions de l'époque, et ils ont fait la descente des Champs-Élysées. Enfin, je sais pas, et tu avais Ouais, tout. ouais. Non, mais. Oui, il faut remettre ça dans le contexte. Il faut remettre dans le contexte, remettre dans l'époque. Et retourne voir dans l'Inal, tu verras ce que c'est, quoi. Et c'est. Ouais, c'est Et particulier. les matchs avec des retournements de situation. Enfin, non, sérieusement, tu es dans une ville de foot et c'est une ville qui mérite d'avoir un grand club en Ligue 1. Très grand club. Puisque tu nous as parlé de ton club de cœur, on termine ce rendez-vous, cet entretien, cette discussion ensemble par un face-à-face avec Miran Ira. Pour terminer cet entretien, interview, vous l'appelez comme vous voulez, cette discussion avec Miran Ira, on fait un face-à-face échange. rapide, un échange rapide, question-réponse. Si je te dis Messi ou Ronaldo? Maradona. Ah bah Maradona ou Pelé? Maradona. OM 93 ou PSG 2025? OM 93. Quel président t'a le plus marqué? Plusieurs noms. Il y a plusieurs noms. Ouais. Monsieur Moretti, Pape Diouf. Tu avais un président aussi à la Saint-Étienne qui était André Laurent, qui était un président qui était en train de construire tout doucement, en train de bâtir un grand club. Malheureusement, ils l'ont fait partir pour. Il y a la famille Guichard qui a voulu reprendre le club. Mais je pense que si on avait laissé travailler ce monsieur, Ouais. bien sûr, je parle d'une époque 85-90, mais il y a que les anciens staffonneurs qui s'en rappelleront, mais tout doucement, il est en train de construire un très très grand club. Quel est ton coach du moment qui t'intéresse, que tu trouves fascinant, dont tu es curieux? Pierre Sage. Pierre Sage. Qui va Parce que gagner? ce qu'il est en train de faire, c'est quand même. Il arrive, première saison dans un club, surprenant, magnifique, il n'y a rien à dire. Je m'incline, bravo. Et je pense que cette fois, il n'y aura pas les mêmes erreurs de gestion qu'il y a eu par le passé. Je le souhaite en tout Il cas. faut apprendre ouais, de D'apprendre ses erreurs. ses erreurs. Qui va gagner la Coupe du Monde? La France. Qui va gagner la prochaine Ligue des Champions, le PSG? T'as une bonne question, là, je sais pas. Je le souhaite aux Parisiens parce que c'est un club français. Mais je pense que cette année est beaucoup plus ouverte. Et la première année, tu sais, avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, l'année passée, il y a eu quand même Effet de surprise. un fait de surprise et tout ça. Je ne serais pas surpris de voir l'Inter de Milan dans le dernier carré. Ok. D'accord. Barcelone aussi. Paris, je le souhaite. Et ouais, mais. je City, pense- Arsenal, non? Arsenal. Arsenal. City, très grand entraîneur, bien sûr, mais ce que Arsenal est en train de réaliser cette année, c'est exceptionnel. Et pour finir, qui sera champion de France? Ligue 1. Lens. Parfait. Merci les passionnés de nous avoir suivis. Miran, merci pour cet entretien exclusif. Merci à toi, Thibaut. Première fois que Première fois que je parle. tu prends la parole comme ça sur ton travail, ce travail de l'ombre dans les coulisses du foot de très très haut niveau. Ça va, c'est bien passé. Ouais. Ben, j'espère pour toi, c'est pas, Ouais, je sais pas si mais- c'est à toi de me le dire. Ils vont nous le dire dans les commentaires, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant, découvert plein de choses. Mais l'exercice en tout cas pour moi est réussi. Merci. Et C'est donc, la première fois. n'hésitez pas, les amis, si vous avez d'autres questions, vous les mettez dans les commentaires, vous partagez, likez, ça aide l'algorithme. Merci pour la force que vous donnez à la chaîne. Si vous voulez d'autres interviews de ce style, d'autres rendez-vous ou d'autres questions avec Miran, ça sera avec plaisir. On lui enverra une petite visio rapide, puisque maintenant, ça y est, on l'a, on ne le lâche plus. Si ça vous a plu, et à très vite. Prenez soin de vous et des autres, et à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Bye bye.